Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Welcome, bienvenue dans ce nouvel épisode, mesdames et messieurs. Ici Francis Gosselin avec Philippe Richard Bertrand. On fait une petite revue de l'actualité, Philippe? Yes sir. Il y a des infirmières qui gagnent un demi-million de dollars. Ça me fait penser à Austin Powers, là, tu sais. Ouais. Toi, t'as-tu gagné 1 million de dollars l'an prochain? L'année dernière? Un demi-million, non. J'ai pas gagné un demi-million. Elles travaillent fort, les infirmières. Honnêtement, Francis, je sais pas comment tu peux accumuler, selon l'article là, du Journal de Montréal, comment tu peux accumuler 300 000 $ de temps supplémentaire. Pense-y, là. Tu es un économiste, là. Il y a 2080 heures dans une année. Ouais. OK, que tu payes à un employé. J'ai essayé de faire le calcul de toutes les manières renversées possibles. Ouais. Ça n'a pas de crise d'allure. Ben, moi, j'ai fait le calcul d'une autre façon. Philippe, si tu travailles les 52 semaines et que tu travailles tous les jours, donc tu travailles 365 jours okay. sans arrêt pendant 52 semaines, c'est 137 $ de l'heure. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais tu sais, moi, je me questionne. OK, au bion 137 $ de l'heure. Je veux dire, je sais pas, le salaire, c'est 10 fois le salaire minimum. Au bion 2 minutes, l'aspect financier de la chose. Ouais. Est-ce que toi, tu serais confortable à aller te faire soigner par un docteur? Une infirmière. Non, mais un docteur ou une infirmière. OK? Ta prise de sang, là, elle est faite là, par une infirmière que ça fait 7 jours sur 7, 52 semaines par année qu'elle travaille. Ben non, c'est sûr que non. Hey, mais... un chauffeur de camion, là, dans son log, c'est obligé d'arrêter de conduire. Un pilote d'avion, il faut que ça arrête. Un chirurgien, je suis convaincu qu'il n'a pas le droit d'opérer à répétition. Là. Non, c'est ça. Puis après, comme tu sais, je veux juste rappeler qu'en 2021, le salaire médian au Québec était de 39 900 $. Donc c'est quand même fou. God. Mais moi, là où je veux en venir par rapport à ce sujet-là, Phil, c'est que c'est pas tellement qu'il y ait 3 infirmières qui a gagné 500 000, fine, mais ce qu'on apprend évidemment dans l'article que tu as évoqué du Journal de Montréal, c'est qu'en fait, il y a plein d'infirmières qui gagnent des 300 puis des 400, puis des montants qui ont aucun rapport là, pour la moyenne des ours. Puis encore une fois, je suis certain qu'elles travaillent fort puis que c'est des bonnes infirmières ou pas, là, mais tu sais, j'ai deux choses. La première, j'ai quand même vu ça, moi, dans certaines organisations, Phil, qui avaient là, des rémunérations incitatives là, pour travailler le week-end ou la nuit ou nanana. Puis tu trouves toujours des gens qui vont un peu tricher le système, tu sais, qui vont comme aller chercher exactement les bonnes heures ou qui vont un peu tricher sur l'heure qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Comme, je peux pas m'imaginer un système où, honnêtement, en tant qu'infirmière, fait qu'encore, je sais pas si on a réussi à l'avoir, la infirmière qui a gagné 530 269, mais comme j'aimerais ça lui poser quelques questions sur la manière qu'elle log son temps. Tu comprends? Non, mais ça, c'est la première chose. Ouais, mais encore une fois, tu fais juste regarder dans l'article, regarde les primes qu'elle a eues. Oui, mais justement, comme pour moi, c'est sûr que tu mets n'importe quel système de règles et tu vas toujours trouver des gens pour optimiser puis limite un peu tricher sur ces règles-là. Puis comme pour moi, une infirmière qui gagne 530 000 $, il peut... Dans mon esprit, là, puis je veux bien donner le bénéfice du doute, mais il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté, de tricherie. Là. Dans une usine, usine, si tu prenais pas ton 15 minutes avant 14 heures, tu pouvais partir à 4h30. OK. Puis t'étais payé une demi-heure de plus? Oui, ben t'étais payé parce que pour compenser le 15 minutes. Tu sais, sauf qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Il n'y a personne qui prenait son 15 minutes. Puis à 4h30, l'usine était vide. Oui, Phil, mais à la fin de l'année, il ne gagnait pas 530 269 $. Je vais juste faire du pouce sur le Toi, fait que... tu gagnes-tu 530 269 $? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait que la deuxième affaire, quand même, que je veux dire, fait que la première chose, je pense, tu sais, il y a anguille sous roche, là, comme je te dis. Puis je serais intrigué d'auditer de manière objective le registre des heures de ces gens-là. Deuxième affaire, c'est quand même le symptôme d'un système, puis on le sait, là, c'est pas une nouvelle, mais
profondément malade. Là. Ouais. Quand t'opères une entreprise, là, mettons qu'il y a un de tes employés là, qui te trickait à toutes les possibilités d'avoir des bonus, puis des gains, puis des heures supplémentaires, puis qu'à la fin de l'année, ton employé normal, là, avec un diplôme de cégep, là, venait puis disait « Phil, tu me dois 530 000 $. » Un, tu ferais faillite, puis deux, tu dirais « Ben là, non. » Genre... à plus petite échelle, nous, on avait un système qui faisait en sorte que si tu travaillais le week-end, tu pouvais récupérer ta journée. Oui. Sauf mais que tu ne gagnais pas 530 000 $. Tu comprends? Je suis en faveur de plein de petits aménagements. Là. Comme je te dis, l'idée, c'est pas de taper du bâton sur personne, mais Simonac, à un moment donné. Fait que c'est ça. Deuxième affaire, la loi 25, on va en parler tout à l'heure avec Jean-François Renaud, là, qui est un expert en la matière, mais je sais pas, tu connais tout ça, toi, la loi 25? Oui, la loi 25. Nous, ça nous a coûté extrêmement cher d'être obligé de se conformer à cette loi-là. Des milliers de dollars? Oui, non, ça nous a coûté au bas mot, là, au moins 20-25 000 à se conformer. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ma business technologique, j'ai 100 espaces qui appartiennent à des clients. Alors, il a fallu que je conforme un ordre professionnel qui est client chez moi, qui a 6 000 employés, pas 6 000 employés, mais 6 000 membres. Ouais. Il a fallu que je me conforme pour eux aussi. Alors, c'est ça qui a coûté cher. T'aurais dû leur envoyer la facture. Non. Ça fait partie de... Faut que tu te conformes. Si tu veux, je suis disponible pour des services de conseil. Mais aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai des utilisateurs qui se plaignent de la rigidité. Là. C'est rendu élevé ce qu'on te fait lire avant d'accéder à un site. Il faut que tu acceptes les cookies, il faut que tu acceptes les politiques de confidentialité puis d'utilisation d'informations. Il y a un utilisateur aujourd'hui qui nous écrivait, qui disait « Tu peux-tu tout enlever ça? » Je dis « Non, on peut pas. C'est la loi. » Mais les pénalités sont faramineuses. Oui, on parle de 2 à 4 du chiffre d'affaires. Fait que c'est plus que 25 000 $ pour beaucoup de monde, je pense. Puis jusqu'à concurrence de entre 10 et 25 millions de dollars. Fait que ça va bien. Donc, je serais très intrigué. Moi, évidemment, Phil, je vais faire la contrepartie. Moi, j'ai pas de données personnelles. Je n'ai pas une start-up technologique, etc. Fait que je vais prendre un peu la posture de l'utilisateur. Je trouve ça quand même bien. Tu sais, tout ce monde-là qui collecte mes données de cookies, de navigation. Tu sais, c'est pas l'hiver s'en vient, là, Phil. Là, je suis en train de me magasiner un vélo, un fat bike électrique là, pour pouvoir venir au studio sans ma voiture. J'ai peur que ma trottinette. Mets des pneus à la clou. Non, mais des gros pneus de 4 pouces, là, fat bike. T'sais. Bref, je suis en train de me magasiner ça. Je suis allé sur le site de Rad Power, là, une compagnie d'économie britannique là, qui font ça. Et là, devine quoi, Phil, je peux plus ouvrir mon navigateur Internet sans être bombardé d'images et de promos. Même Amazon, là, ils veulent m'en vendre à ça. Fait que mon point, c'est que à aucun moment, j'ai donné mon consentement. Moi, j'étais juste un gars qui magasinait des vélos. Puis, si je rentre là, ici, là, je suis pas en face là, au Café Léo, là, je vais pas me mettre à me faire bombarder de pubs de café. Là, je suis d'accord, mais ça arrêtera pas les gros joueurs américains. Là. Ben, en principe, oui. S'ils agissent au Québec, ils vont devoir te faire signer des disclaimers. Penses-tu vraiment que le ministère, c'est pas un ministère, l'organisme qui s'occupe de ça va essayer d'attaquer la compagnie du Wisconsin? Est-ce que cette compagnie-là va attaquer Google? Va-tu attaquer Facebook? En Europe... Ça va juste faire chier les PME québécoises. Petit garçon, là, en Europe, le 22 mai 2023, GDPR, le Règlement général pour la protection des données, a donné à Facebook une amende de 1,2 milliard de dollars pour non-respect des clauses de protection des vies privées. Là, écoute, on est au tout début de cette affaire-là, on verra bien, mais j'ai croyance que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si des entreprises comme Facebook, comme Google, comme Amazon, etc. ne se conforment pas, le Canada va faire peut-être pas autant que l'Europe, qui est une entité supranationale beaucoup plus grande, mais ça pourrait se chiffrer en dizaines de millions de dollars, jusqu'à 25 millions. Après, tu me diras 25 millions pour Facebook, comme ils vont... Ils vont manger moins de bacon ce matin-là, mais... On fera une autre journée sans publication. Là. Oui! Youpi! C'est 18 quand tu nous tiens. Philippe, ça nous fait mal, c'est 18. La grève des scénaristes est terminée, mais on va pouvoir écrire et lire de très beaux scénarios, mais toujours pas d'acteurs. C'est quand même un petit peu drôle. C'est-tu une nouvelle, ça? Who cares?
Ben, who cares? Moi, en tant que fan fini de Who Game cares? of Thrones puis plein d'autres affaires. Non, mais il n'y a plus de télé. Je veux dire, j'attends avec impatience Dune 2. Là, Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais tu vas-tu canceller ton abonnement Netflix, Apple TV, Crave, Illico? Tu feras pas ça. Tu vas aller voir Flashdance des années... on va se retaper de Candy Shack puis les vieux films. Ben, who cares? C'est quand même... Je veux dire, il y a quand même tous ces acteurs, tous ces scénaristes qui vivent de cotisations syndicales. Puis à un moment donné, ça arrive à un moment donné, il y a des gens qui souffrent. On dit que ça a coûté 5 milliards de dollars à l'économie californienne. C'est quand même pas du petit change, là, je veux dire. Non, je suis d'accord, mais ça a-t-il une répercussion au Québec? Ben, ça a des répercussions au Québec. La première chose, je suis d'accord avec toi, je vais pas me désabonner de Netflix, je vais regarder Casa del Papel pour la 8e fois, mais je veux dire, mon point, c'est que à un moment donné, il y aura plus de nouveautés. Là. Ça a été interrompu pendant quelques mois, mais si ça persistait, parce que là, il faut des scénaristes et des acteurs pour faire un film, là, on a regagné Moi, les je pense premiers... que ça va être bon pour des indéfendables, ça va être bon pour... Peu importe. Moi, by the way, je me suis mis à regarder Indéfendable, là, parce que mon petit garçon regarde ça là, comme religieusement, mais... ça va-tu aider peut-être que ça va aider toutes ces productions-là québécoises? Toi, tu regardes-tu juste des affaires dans TVA? Genre, tu regardes jamais... Moi, je sors pas de l'Empire. Moi, TVA, je sors... En fait, Radio. quoi? Il y a d'autres postes? Il y a quelque chose d'autre? Breaking news, PKP achète Netflix. Philippe sort de sa caverne. Non, mais blague à part, ça a duré quand même 150 jours, 148 jours, cet arrêt de travail des scénaristes, Philippe. Et ils ont finalement atteint une entente avec les studios de production. Les deux trucs, là, c'était vraiment intéressant. C'était notamment lié, tu parlais des plateformes de streaming et tout ça, c'était lié donc aux droits résiduels sur les plateformes. C'était intéressant du point de vue économique. Pourquoi? Parce que avant, tu avais la fenêtre de projection cinématographique, puis ça, tu avais le DVD, puis ça se retrouvait genre à TVA ou à, je sais pas le canal, le super écran. Illico. Illico, mais tu sais, genre, c'était comme... T'avais une chaîne de valeur, puis évidemment, à chaque étape, t'avais différentes spreads. Mais là, maintenant, ce que tu retrouves, c'est évidemment toutes ces plateformes qui achètent, comme tu disais, là, des flash dance, puis qui ramènent ça. Puis des fois, tu vois des séries qui étaient complètement oubliées dans une géographie, qui font une espèce de retour majeur dans une autre parce que l'économie de l'Internet. Et donc, les scénaristes et les acteurs veulent pouvoir continuer à empocher de l'argent. Ouais, il y a même des acteurs qui ont poursuivi des studios. C'est arrivé à Disney. Ouais. C'est arrivé où est-ce que l'actrice ou un acteur dit « Hey, t'étais pas supposé d'aller aussi vite online parce que ces gens-là, généralement, vont chercher des points, on appelle ça des points, là, des pourcentages sur les revenus en salle. Donc, effectivement, mais encore une fois, je me demande, si ça a eu un effet négatif au Québec, là, je trouve ça dommageable, mais bon, que les riches studios américains en bavent, l'autre affaire que je voulais dire, Phil, c'est qu'au Québec, actuellement, ça crée des problèmes à plusieurs niveaux. Un, il y a plusieurs productions américaines qui viennent se tourner ici, c'est absolument arrêté. Fait que, tu sais, les Meg, Mel, Cinéma, etc., c'est complètement arrêté. Puis quelqu'un me disait là, plus tôt aujourd'hui qu'il y avait un ami qui était dans une entreprise de post-production, effets visuels, etc. Ben, si t'as plus l'intrant, t'as plus la partie je comprends. Il y a des gens actuellement à Montréal, puis tu sais, Montréal est reconnu comme une plateforme internationale en post-production, en effets visuels, etc. Des gens qui se font mettre à pied parce qu'il n'y a plus de pipeline, il n'y a plus de nouveaux entrants. Ça, tu vois, je trouve ça dommage. reprenne. C'est des industries, c'est pas juste, il y a une dimension là, des dollars, des jobs, mais une petite partie, ça fait partie de l'identité de Montréal, ça fait partie de ce qu'on sait bien Avoue que c'est incroyable, faire. la globalisation de l'économie aujourd'hui. Ils sont en grève aux États-Unis, puis il y a des entreprises de post-production. C'est quand même capoté. Les effets. C'est quand même capoté. Phil, on finit avec une nouvelle purement économique. On apprenait là, que ces derniers jours, deux choses. C'est comme deux effets qui sont un peu le même effet, mais qui sont un peu contradictoires. En fait, la première, c'est que tu te rappelles, à une époque, il y avait 1 million de postes à pourvoir au Canada. C'était comme complètement fou. Il y a 40 millions d'habitants, il y en a à peu près 40% qui travaillent pas. Fait que sur les 25, 28 qui travaillent. On est vaillant au Canada. 40% qui travaillent. Mon point, Phil, c'est 35. Mon point, c'est qu'il y avait quand même 1 million de jobs à pourvoir. Puis je me rappelle à une époque, quand je parlais de ça, là, ça fait peut-être 3-4 mois, il y avait à peu près un chômeur
par poste vacant, ce qui est comme quand tu fais de l'économie, là, c'est pas assez. Là. Généralement, il faut que tu aies plusieurs chômeurs par poste vacant pour créer une espèce de... Fait que là, actuellement, on a vu une diminution du nombre de postes vacants. On est passé d'1 million à 700 000. Mais c'est quand même, là, dans l'histoire du Canada, il fait d'avoir 700 000 jobs à pourvoir. Là. Ça a comme pas de Christy de bon sens. La bonne nouvelle, c'est que ce faisant, il y a un petit peu plus de chômage. Là, ça se joue au dixième de point. Mais là, on est à 1,7 chômeurs par poste vacant. Fait qu'éventuellement, ça pourrait venir qu'à résoudre une partie de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit. Mais actuellement. il y a des endroits au Québec, là, comme dans la région de Québec, là, ils sont en plein emploi. Là, oui, je me rappelle, je sais pas de mémoire, c'était 1,9%. C'est fou, là. C'est fou, là. L'autre partie qui m'intriguait un petit peu, c'est qu'il y a un sondage qui est paru plus tôt cet automne qui disait qu'en fait, c'est un sondage qui a été mené auprès des employeurs québécois cette fois-ci et qui dit qu'en fait, en moyenne, les employeurs non étatiques, là, c'était vraiment des employeurs privés, comptent augmenter les salaires l'an prochain de 3,7 %, ce qui est quand même une bonne augmentation de salaire. Phil, je voulais un peu t'entendre là-dessus. En fait, il y a une étude qui est sortie de la firme Normandin-Baudry. Oui, c'est celle-là que je réfère. Parfait, je l'ai lu, moi aussi, je l'ai lu. Mais comment t'expliques ça qu'en fait que le chômage augmente, les postes à pourvoir diminuent, fait qu'en fait, en principe, on pense qu'il y a plus d'abondance, mais pourtant, l'augmentation des salaires, 4 % là, c'est une bonne augmentation moyenne. Non, je suis d'accord, mais c'est une bonne augmentation. La problématique avec ça, je reprends. Si moi, il fallait que j'augmente tous mes salaires de 4 %, c'est énorme. Ben, c'est ça que je dis. Mais il y a des secteurs d'activité où c'est pire. En technologie... Pire, c'est-à-dire c'est 8 plus haut, c'est plus haut. Ça, quand tu lis parce que moi, je l'ai vraiment bien lu. J'ai lu beaucoup la partie sur les compagnies technologiques. Ouais. Mais les attentes technologiques, c'est 6,7 %. C'est pire. Ouais. OK? Alors, tu comprends que le gouvernement, avec son 9 % sur 5 ans à fonction publique, quand l'attente est 3... Par année. Par année. Ouais, l'attente généralisée, si on la replace, admettons 3,7 x 5. Oui, puis c'est pas x 5 parce que le 3,7 sur le 3,7, c'est composé. Ça va. Dans la fonction publique, cette étude-là, elle est dévastatrice. Elle est dévastatrice pour la ministre Sonia Lebel. Ça m'étonne. Mais par contre, il y a des secteurs d'activité qui vont manger une claque, dont la technologie, la santé aussi dans cette étude-là de Normandin-Baudry aussi dit que il y a une augmentation substantielle. Mais admettons 6,7, on résume ça à 7 %. 7 %, c'est beaucoup. Moi, je peux pas augmenter mes prix à mes clients. Alors, je vais le prendre sur ma marge bénéficiaire. Moi, en tout cas, je te dis, Philippe, que l'infirmière qui gagnait 530 000 269 à 3,7 % elle va avoir une augmentation de 19 619 l'an prochain. Donc, elle va passer le cap du 550 000 Non, mais en fait, ce que l'article disait... Sauf s'il m'appelle. L'article disait pas elle a décidé de changer de métier. Oui, parce qu'ils ont enlevé sa prime. Il a fait quoi maintenant? Je sais pas, elle a décidé d'aller ailleurs. Je pense qu'elle est en liste pour être la présidente du CIUS. C'était notre segment d'actualité, mesdames et messieurs. L'émission Prends pas ça pour du cash est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Bien que la pandémie soit définitivement derrière nous, il y a évidemment encore tout un débat qui persiste à savoir s'il faut ou non retourner au travail et si oui, comment, à quelle fréquence et qu'est-ce que ça veut dire évidemment sur la culture des entreprises, sur la sociabilité des entreprises, sur la capacité des gens à créer, à inventer, à s'imaginer des futurs communs. Et ça tombe bien, je connais quelqu'un qui s'est beaucoup questionné sur la chose. Elle est sur les médias sociaux connue comme la sociable et elle a donc écrit un livre qui s'appelle roulement de tambour sociable. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Rachel Houde-Simard. Bonjour Rachel. Allô, Francis, comment tu vas? Ça va très, très bien. Donc, dis-nous, le livre va paraître le 4 octobre, si je comprends bien, chez Septembre. En librairie le 5. En librairie le 5. Donc, en fait, je sais que c'est le 4 parce que je suis invité au petit party de lancement, c'est ça, Rachel. Le 4 octobre et donc le 5 en librairie. De quoi est-ce que ça parle, sociable? Dis-nous en quelques mots, là, si tu avais à nous le résumer.
Écoute, le livre en tant que tel se veut être un guide, un outil de repère pour les entrepreneurs, les gestionnaires, les leaders qui ont un enjeu au bureau. Ils ont perdu la vibe, ils ont perdu Hmm. l'énergie de leur équipe, ils savent pas trop comment créer ce sentiment de culture-là, d'appartenance, depuis que les gens sont maintenant derrière des écrans. Hmm. Ils ont perdu l'opportunité de se rencontrer en personne et maintenant, ils se demandent comment qu'on fait pour retrouver notre gang. Parce qu'on peut bien imaginer que dans plusieurs entreprises, même s'il y a du travail qu'on appelle hybride, là, 2 ou 3 jours par semaine, ben t'en as qui viennent le lundi, t'en as qui viennent le jeudi. Et donc, il n'y a plus comme avant, là, sans être nostalgique de la belle et vieille époque, cette idée que 35, 40, dans certains cas 50 heures par semaine, on est à la même place en même temps à fabriquer quelque chose ensemble. Mais pourquoi donc tu t'es senti obligé ou incité à faire un livre là-dessus? Est-ce que c'est des clients à toi, des amis à toi? Tu me dis, tu me parles en général, là, mais spécifiquement, qu'est-ce qui emmène quelqu'un comme toi à vouloir faire un livre comme celui-là à ce moment-ci? Écoute, j'ai le privilège dans ma carrière, mais j'ai travaillé dans des agences de communication marketing, j'ai été stratège de marque et de l'autre côté de ma vie, j'ai été gestionnaire de communauté depuis, oui, professionnellement, le début des années 2000, mais particulièrement depuis les années 90. Et je voyais ces deux univers-là de travail et de communauté en ligne évoluer en même temps. Et on est arrivé à un point, comme tu as dit plus tôt, avec la pandémie, où il y a une grande majorité des travailleurs, on va dire les travailleurs culturels, les travailleurs intellectuels, qui utilisent leur cerveau, qui se sont retrouvés derrière leurs écrans à la maison pour se protéger et qui Hmm. ont découvert les bénéfices. Mais ils n'ont pas été capables, les entrepreneurs, justement, les gestionnaires, de matcher ce que nous, on fait en ligne depuis 30 ans maintenant, Ouais. qui est de créer des cultures dans des groupes de personnes qui se trouvent derrière des écrans. Fait que l'idée d'écrire ce livre-là est vraiment vue quand je voyais deux univers très différents qui avaient pourtant les mêmes contraintes, les gestionnaires d'équipe et les gestionnaires de communauté. Et je me suis dit, on les a les outils, on se les partage entre nous en tant que gestionnaire de communauté. Ce serait peut-être le temps de le partager avec les gestionnaires d'équipe qui Hmm. ont peut-être ces besoins-là, on a ces talents-là, nous autres. Quand tu parles de gestionnaire de communauté, là, on parle de gens, là, aujourd'hui, en tout cas en 2023, sur les médias sociaux, là, des gens qui sont aux commandes de pages ou de groupes Facebook, LinkedIn et autres. Est-ce que c'est plus large que ça encore, Rachel Audismar? C'est bien plus large que ça, justement. Il y a une distinction à faire. Oui, les médias sociaux, les réseaux sociaux, ce sont des outils que les gestionnaires de communauté utilisent depuis longtemps. Mais ce qui différencie les gestionnaires de communauté, c'est qu'on doit également penser aux espaces physiques. Donc, on organise des événements, on peut organiser des conférences. Le rôle d'un gestionnaire de communauté, c'est vraiment la personne dans une entreprise qui est responsable des relations entre les membres de sa communauté. Fait que, par exemple, il y a les entreprises SaaS dans le monde technologique qui ont ces rôles-là dans leurs équipes. Et leur responsabilité, c'est vraiment de gérer les relations avec, par exemple, les développeurs, les utilisateurs de leur logiciel pour qu'ils puissent s'entraider et pour aussi apprendre de leurs utilisations. Fait que ça, c'est un exemple où les gestionnaires de communauté se différencient des gestionnaires médias sociaux comme on les voit D'accord. aujourd'hui, comme par exemple les gestionnaires médias sociaux sur les groupes, sur les pages Oui, Facebook oui. comme Hydro-Québec qui font un excellent job Oui, à partager des communications on les salue avec s'ils nous lesquelles on a la écoutent. chance d'interagir. Très bien. Dis-moi donc, là, je te paraphrase, mais on constate quand même aujourd'hui, là, puis c'est un débat qui va et vient depuis plusieurs mois, mais une certaine ambivalence là, concernant télétravail, travail hybride. Il n'y a pas comme un one best way, il n'y a pas une solution là, unique qui existe et qui a été apportée au marché. J'aimerais t'entendre, est-ce qu'on peut créer des cultures fortes dans une entreprise, une organisation à distance? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est vraiment possible? Puis si oui, quels sont les trucs que tu auras à nous donner, disons, Rachel? Oui, ce qui est le fun, c'est que c'est absolument possible dès qu'on comprend c'est quoi à la base une communauté. Une fois qu'on élimine justement les contraintes de l'espace-temps, là, comme par exemple les communautés en ligne, l'espace-temps, ça va être l'Internet, qui est l'endroit où on va se rejoindre, les plateformes qu'on choisit et les moments dans lesquels on interagit.
ou en personne, nos bureaux, nos salles de rencontre, nos salles événementielles, dès qu'on élimine ça, parce qu'on comprend que ça, c'est nos espaces. C'est pas les seuls facteurs qui viennent influencer la culture d'une entreprise. Il y a les relations, qui est vraiment l'ingrédient le plus important dans une communauté en tant que telle. Fait qu'un gestionnaire qui se demande, bon, mais c'est où je peux avoir le plus grand impact le plus rapidement possible, ben, c'est en regardant comment moi, je peux influencer la création de relations entre les gens de mon équipe qui sont à distance. Fait que, par exemple, est-ce que c'est d'augmenter justement la fréquence de rencontres 1 à 1 pour pouvoir avoir des moments de discussion qui ont peut-être pas rapport directement avec un projet sur lequel tu travailles, mais qui est vraiment là juste pour développer ta relation avec ton employé. Un autre exemple pourrait être à quelle fréquence est-ce que moi, je me permets de présenter un membre d'une équipe à quelqu'un d'autre que je connais dans l'entreprise, avec qui on n'a peut-être pas la chance de parler à tous les jours, qui peut-être autrement au bureau se rencontrerait dans la cuisine ou au distributeur à eau. Fait que c'est vraiment de regarder notre agenda comme notre premier outil, notre temps, notre attention, puis d'aller l'investir auprès de ces personnes-là. Fait que l'espace, il y a les relations, mais il y a 2 autres ingrédients qu'on peut aussi regarder qui définissent une culture en tant que telle. Ça, c'est les expériences qu'on vit ensemble. On s'entend que dans la job de tous les jours, mais la première expérience qu'on va vivre, c'est la collaboration, mais il y en a tellement d'autres aussi. Ou la colère. Pensez à votre équipe, votre gang, vos entreprises. Quand c'est la fête à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites pour souligner cette personne-là? Quand vous voulez apprendre quelque chose, que vous faites des dîners-conférences, comment est-ce que ces expériences-là, quand on commence à penser à différentes façons qu'on peut les vivre, autant en personne qu'en ligne, là, tout d'un coup, on est capable de débloquer d'autres choses. Puis le dernier élément, puis ça, c'est là-dessus où les gestionnaires de médias sociaux sont vraiment forts, c'est les histoires. Quelle histoire est-ce qu'on peut se raconter? Okay. Puis quand on est dans un canal Slack ou quand on est sur les plateformes socio-numériques qu'on utilise dans nos bureaux, que ce soit de Microsoft ou peu importe les suites qui sont choisies, ben, c'est de regarder comment est-ce qu'on les utilise pour diffuser les histoires qui sont intéressantes qu'on partagerait peut-être dans la cuisine ou à l'heure du lunch pendant les 5 à 7. Dis-moi, en début d'année, le syndicat de la fonction publique canadienne a négocié des conditions de télétravail, puis ils ont finalement misé sur un genre de système du cas par cas. Il y a beaucoup de gens en réaction à ça qui ont dit que c'est peut-être que ça ouvrait la porte à une forme de favoritisme où certains bénéficieraient de plus de flexibilité que d'autres. Et puis évidemment, on peut s'imaginer que ça pourrait aussi mener à certaines formes de discrimination un peu insidieuse. Qu'est-ce qu'en disent les experts de ce genre de stratégie, Rachel, toi qui as encore une fois beaucoup réfléchi à ces questions-là? Écoute, à date, ce qui ressort, bien sûr, la réponse qui est sécuritaire, c'est bien de dire en cas par cas. Parce que ce qui est bon pour utiliser l'euphémisme, ce qui est bon pour Minou est peut-être pas bon pour Pitou. Fait que oui, d'un côté, ça pourrait ouvrir la porte à des billets selon qui est responsable de déterminer qui a accès justement au télétravail de plus que les autres. Mais ça ouvre aussi la porte, si l'intention est vraiment de bien comprendre les besoins des employés pour aller comprendre, mais pourquoi est-ce que le télétravail fonctionne mieux pour toi? Comment est-ce qu'il te facilite la productivité? Comment est-ce qu'il améliore justement ta santé mentale, ta santé physique, ton accessibilité au travail également? Surtout quand on porte plus attention aux employés qui sont peut-être neuroatypiques. Il y a certaines forces qui viennent justement de pouvoir avoir accès à plus un télétravail quand il y a des enjeux justement d'interaction sociale. Fait que si l'intention derrière le cas par cas est vraiment de pouvoir bien comprendre les besoins de ses employés puis de faire preuve de compassion, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Mais tout revient à c'est quoi l'intention, puis c'est qui les gens qui sont responsables de prendre ces décisions-là, puis ils ont-tu les bons outils pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Je comprends. Il y a quand même des catégories de personnes, je pense à nos professeurs, les infirmières, les gens d'usine qui n'ont pas ce privilège de faire du télétravail. Est-ce que tu crains ou est-ce que tu as une réflexion sur cette espèce de ce que certains ont appelé une société à 2 vitesses, tu sais, où finalement, une infirmière en télétravail, avec tout le respect, il peut y en avoir, mais disons que la majorité, c'est quand même bien qu'elle soit à l'hôpital ou dans la clinique, tu sais, pour s'occuper des patients. Comment est-ce que tu vois ça? Ça crée quand même un schisme entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'y ont pas droit. Un chauffeur d'autobus en télétravail, là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais, c'est quoi ta réflexion là-dessus? Ouais?
rit encore, le chauffeur d'autobus en 2040, peut-être qu'il va être en train de téléguider des autobus. Mais il veut vraiment s'adresser à ceux qui présentement ont des équipes qui font du travail majoritairement, puis on va dire cérébral, où le corps n'est pas besoin d'être dans un lieu physique pour pouvoir faire son travail en tant que tel. Ceci dit, tu as donné l'exemple des infirmières. La nature du travail qui doit être fait, on l'a vu pendant la pandémie, il y a certaines choses qui peuvent être traduites à travers d'un écran, mais quand il y a une interaction physique, bien sûr, la job, elle vient avec. Puis je pense qu'il y a aussi un certain degré de réalisme qu'il faut avoir quand on regarde, c'est quoi la tâche à accomplir, puis où est-ce que la personne qu'on a choisie, avec laquelle on a travaillé, leurs compétences, leurs capacités, à quel degré est-ce qu'elles peuvent faire leur travail à distance. Puis je pense qu'on va le voir, le plus que les emplois changent, le plus que les descriptions de tâches changent, le plus qu'on va voir cette adaptabilité-là qui va venir. Mais oui, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Je termine avec une question dans ton livre que j'ai feuilleté très rapidement. Tu viens de me l'envoyer, Rachel. J'aurai la chance de le lire plus tard, mais tu parles, un des chapitres s'intitule L'impact de l'isolement sur l'animal sociable. Ça m'a interpellé. C'est une belle tournure de phrase déjà. Mais au sortir de la pandémie, on a la chance de ressortir de la maison, mais on constate quand même que persiste une certaine quantité d'isolement dans la société québécoise. Est-ce qu'on devrait être inquiet, selon toi? Inquiet, non. Avisé, oui. Je pense que ce qu'on a eu l'opportunité de vivre en tant qu'espèce, fait que oui, effectivement, en tant qu'animal sociable, qui est une créature, on le veut bien, le Homo sapiens a permis d'être évolué grâce à notre sociabilité-là et d'être obligé pendant une longue période de temps, sous des conditions de stress, quand même pas à court terme, on va dire à moyen jusqu'à long terme, de s'isoler. Heureusement que dans notre vie, on avait une technologie de communication variée qui nous permettait de créer certains liens, mais n'en serait-ce que le cerveau humain a évolué pour continuer à avoir ces interactions-là physiques entre êtres humains, entre corps humains spécifiquement. Fait qu'on le voit, les études le démontrent, particulièrement auprès des jeunes, donc les jeunes enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui sont dans une phase d'apprentissage. L'impact sur leur santé mentale, leur santé physique aussi a été suffisamment importante pour affecter un niveau de développement. Ce que ça veut dire pour les employeurs qui embauchent ces jeunes-là, qui arrivent sur le marché du travail, aujourd'hui, dans les 5-10 prochaines années, il y a eu une période de temps où il y a eu un manquement social qu'il faut prendre en considération. Cet ajustement-là, même si on dit « Ah, mais ça a eu lieu pendant 2 ans, on est déjà sorti, on est résilient », le cerveau humain a quand même des impacts qu'il faut considérer. Fait qu'encore une fois, dans le cas par cas, c'est d'aller voir cette personne-là, justement, est-ce que c'est une personne qui a besoin d'être sociable, qui a besoin d'être entourée de personnes, qui est vraiment à son meilleur quand il y a de l'entre-gens qui est activé, puis la dopamine, l'oxytocine, tous les beaux neurotransmetteurs, ils shootent de toutes les directions, ou justement, est-ce qu'on a besoin de gauger ça un peu plus pour protéger leur niveau d'énergie. C'est pas de traiter tout le monde comme étant en arrière de la courbe, mais plutôt de voir où est-ce qu'on est rendu justement dans les prochaines années au niveau de notre santé mentale collective. Moi, en tout cas, Rachel, je suis un être social de premier plan et je te remercie d'avoir socialisé avec moi ce soir. Rachel Audismard est l'autrice de Sociable, bâtir une culture d'entreprise forte dans un monde hybride chez Septembre Éditeur. Merci d'avoir été avec nous, Rachel. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cubradio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Ça a été adopté en septembre 2021, mais ça vient d'entrer en vigueur le 22 septembre, là, qui vient tout juste de passer, la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, ou dite loi 25, en fait, là, qui vient finalement encadrer un petit peu mieux la protection de nos données et de nos renseignements sur le web, notamment. Je suis pas certain de tout comprendre. Ce que je crus lire, là, c'était que ça pouvait être très punitif pour certaines entreprises. Et donc, pour en parler, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Jean-François Renaud, qui est PDG d'Adviso. Jean-François, ça va bien?
Bonjour, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Dis-moi, toi qui connais très bien l'univers de l'Internet, puisque tu y habites à temps presque plein. Les interwebs, je connais ça, oui. Les interwebs. C'est quoi la loi 25, là, concrètement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Concrètement, c'est une loi qui était nécessaire parce qu'on est dans un monde où les entreprises ont comme oublié que c'était important de bien gérer les données personnelles de leurs clients. On est dans un monde où les gens laissent traîner des fichiers Excel avec les données personnelles de gens. Et donc, il y a une loi qui est arrivée, puis on est le premier territoire en Amérique du Nord qui arrive avec cette loi-là, qui est inspirée de l'Europe, qui est beaucoup plus avancée en termes de vie privée qu'ici en Amérique du Nord. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les citoyens, que leurs données soient mieux gérées. Par contre, ça amène des challenges pour les PME qui sont pas prêtes à ça, parce que les PME et les grandes entreprises aussi, parce qu'il y a une certaine complexité. Grosso modo, on passe d'un monde où tu pouvais arriver sur un site web ou interagir avec une entreprise et c'était ta responsabilité de lire toutes les affaires, les termes et conditions, ce que les gens allaient pouvoir faire avec tes données et tout ça. Alors que maintenant, ça retombe sur les bras de l'entreprise de te mettre devant toi tout ce qui a rapport à la vie privée et à comment l'entreprise va s'occuper de tes données personnelles. Donc, on renverse le fardeau, si on veut. On la redonne à l'entreprise qui doit aller chercher un consentement avant de pouvoir capturer et exploiter tes données personnelles. Ouais, j'ai déjà commencé à recevoir là, des courriels là, de certains émetteurs d'infolettres qui me demandent est-ce que c'est correct, Francis, qu'on continue. Tout le monde est en retard. Tout le monde est en retard, fait que tu vas continuer à en recevoir parce que tout le monde est en retard. C'est ça. Puis là, selon les médias qu'on consulte, là, tu parlais justement de différentes tailles d'entreprises, mais je disais à quelque part qu'il y avait 71... Tu disais l'article du Devoir qui disait que Tourisme Montréal et Métro et IGA et toutes les grandes entreprises sont en retard. Sont pas là, ouais, mais là, évidemment, deux choses. La première, est-ce que je dois m'inquiéter de mes données personnelles? Même tu te diras, Francis, ça fait depuis toujours qu'elles les ont et tout va bien. Mais la deuxième chose, est-ce que ces entreprises-là... Tu devrais t'inquiéter, oui, parce que depuis toujours, ils les ont et il n'y a pas vraiment... Le cadre législatif est très peu respecté et donc tu devrais t'inquiéter, mais depuis 25 ans. Donc, c'était pas... C'est ça, c'est pas une nouvelle inquiétude, c'est une vieille inquiétude que je ne savais pas que j'avais. En fait, exact, c'est ça. La deuxième inquiétude, c'est Francis, l'économiste, qui parle, évidemment, Jean-François. Les entreprises peuvent être affublées là, de pénalités qui peuvent atteindre 2% de leur chiffre d'affaires ou 10 millions de dollars. Là. Mais explique-moi, ça me sonne... Ça, c'est si tu fais un bris léger de la loi. OK. Excuse-moi, c'est pas le bon terme, là, mais si tu fais un accroc léger à la loi, c'est genre si tu oublies de faire une chose de bonne foi, mettons. OK, et si tu fais un accroc grave, t'es mort, c'est ça? Si tu es conscient que tu es en train de faire un geste qui va à l'encontre de la loi et que tu le fais quand même, c'est 4 jusqu'à 25 millions. Donc, et là, ça rentre dans les... le 2 est géré par la CAI, la Commission d'accès à l'information, eux qui gèrent la partie un peu contravention de la chose, et le 4 ça rentre plus dans le... C'est pas le droit criminel, mais c'est plus comme une punition là, réelle, et ça va jusqu'à 4 et 25 millions. OK, mais là, Jean-François, tu es un homme d'affaires toi-même. J'imagine que toi, tu es tout à fait exemplaire là, sur le plan des données, mais mettons que moi, là, qui a 3 portes et un petit peu de revenus passifs, là, 25 millions de dollars. Là. Non, mais toi, tu serais à 4 à moins que tu loues des portes extrêmement lucratives. Là, non, c'est pas lucratif de 25 millions de dollars, mais 4 des revenus, c'est quand même, ça peut être possiblement beaucoup d'argent, surtout pour... C'est la grosse différence, hein. C'est l'aspect punitif est extrêmement agressif, donc ça, c'est pour ça que les entreprises devraient prendre ça au sérieux. Mais reste à voir, tu sais, à partir du moment où toutes les entreprises sont en retard ou presque, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme, est-ce qu'on va accepter que les gens roulent à 120 ou pas? Là? On est un peu là-dedans en ce moment. J'adore. On est en train de se demander collectivement si oui ou non, ça va être réellement, si la loi va avoir du mordant. Il faut dire aussi que c'est une loi qui est extrêmement peuplée de beaucoup, beaucoup de zones grises. Donc, c'est-à-dire que, il y a des lois, des fois, qui sont très, très claires, qui sont très noir sur blanc, puis que c'est comme, voici ce qui va arriver, voici ce qui est légal, voici ce qui ne l'est pas. Cette loi-là, elle fait dans le gris, et elle repousse à la jurisprudence, si on veut,
les décisions réelles, dans le Mais fond. une jurisprudence qu'on n'a pas encore, là, donc il faudra comme voir les premiers jugements pour définir comment ça va être appliqué dans les faits. Exactement. Donc, on repousse un peu le moment où on va clarifier. C'est ce que les juristes reprochent à cette loi-là. Moi, dans ma famille, Jean-François, on roule à 119 sur l'autoroute. Je ne sais pas dans la tienne, mais... et donc, justement, je voulais savoir, t'attends-tu, toi, encore une fois, qui suis ça peut-être un peu plus que la moyenne, t'attends-tu à ce qu'on voit, justement, des pénalités, des condamnations maintenant, là, cette année, ou est-ce que c'est quelque chose... On va donner des avertissements, on va être gentil un peu au début, puis on va donner le temps aux entreprises de se conformer? Je vais être très honnête, non. Je vois pas que ça va se je vois pas parce qu'il y a trop de gens en problématique qui sont pas conformes actuellement. Ouais. Je pense pas qu'il y a les ressources nécessaires pour appliquer. Je pense pas que le gouvernement veut non plus prendre 4 % du chiffre d'affaires de 90 % des PME demain matin. C'est comme, je pense qu'il y a comme... moi, ce que je conseille à mes clients qui sont en retard actuellement, c'est de dire, aie un plan. Aie un plan détaillé, aie une feuille de route détaillée avec des dates qui va déterminer justement c'est quoi les étapes que tu vas faire, dans quel ordre, dans quelle date, pour montrer que tu as un plan et exécute-le pour vrai aussi. Fait que c'est ce que je recommande à nos clients qui sont en retard. Parce que je pense pas, non, qu'il va y avoir... je pense que là, on va pouvoir rouler à 120 pendant un petit bout. D'accord. Je pense qu'il va falloir éventuellement rouler à 100, par contre. Puis là, éventuellement, Geneviève Guilbeault, elle va multiplier par 5 le nombre de radars sur l'autoroute, puis ça va être la fin de la récréation, c'est ça? Oui, mais peut-être peut-être qu'elle va commencer à récolter elle va peut-être s'ouvrir un petit business en dessert puis récolter des informations sans l'autorisation quand elle met pas sa ceinture. On salue Geneviève. Écoute, dernière affaire, je veux pas te faire de la promo, Jean-François, mais justement, si on est propriétaire d'entreprise ou qu'on est intéressé ou intrigué ou inquiet, on fait quoi? On appelle chez Adviso, là, mes blagues à part. Adviso, tu peux appeler dans d'autres entreprises aussi qui sont comme ça, mais Adviso, on est vraiment on en fait énormément de mandats actuellement dans ce style-là. Mais c'est quoi que je cherche sur Google là, pour trouver un Adviso ou un autre? Là? C'est quoi que je cherche? Dans le fond, il y a deux grands volets. Okay? Il y a le volet comprendre ce qui se passe avec les données dans l'organisation. Ça, c'est là qu'un Adviso ou une entreprise qui travaille dans le monde des données clients, des données, de l'optimisation des données, des programmes de fidélisation, toutes ces choses-là, c'est tous des éléments qui travaillent avec les données. Ces entreprises-là comprennent le flot de données. Ils comprennent qu'ils sont capturés à quel endroit, ils circulent de quelle façon dans l'entreprise. Tu as comme besoin un peu de cette coupe-là avant d'aller voir des avocats. Parce que les avocats, ils arrivent, ils se comprennent pas nécessairement avec les départements légaux, les départements marketing. Fait que nous autres, on modélise un peu tout ce qui se passe en termes de données, puis après ça, on donne ça à un avocat qui, lui, va pouvoir faire l'aspect conformité. Il va pas rédiger les documents légaux, il va permettre à l'entreprise de se conformer. Mais tu as tout un défi marketing là-dedans, parce que si tu fais juste affaire avec des avocats, le problème qui arrive, c'est que les avocats, ils vont dire, mets un pop-up de telle façon, telle façon, telle façon. Ouais. Ils vont pas optimiser l'affaire pour que super agréable le consentement des gens. Je comprends. Il faut que tu fasses un deal avec tes consommateurs et tu dises, je vais prendre tes données, mais en échange, c'est ça que tu vas avoir. Là, le consommateur, il va comprendre pourquoi il y a des données qui sont prises. Il va accepter parce qu'il comprend que ça a une valeur pour lui. Et c'est là que... Parce que si tu te coupes de tes données marketing, tu ne feras plus une entreprise qui va être compétitive à la fin. Ben non, c'est ça la grosse affaire là-dedans. Là. C'est toujours un immense plaisir d'échanger avec toi, Jean-François Renaud. Tu es président associé et cofondateur d'Adviso, qui est une des entreprises qu'on peut consulter si on veut en savoir plus. Mais il y en a d'autres qui sont bons aussi. Parfait. Merci d'avoir été à l'émission, puis on se reparle très bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On apprenait d'un média qui s'appelle The Cobice Letter que 3 des plus grandes banques canadiennes auraient un taux supérieur à 20%, ou en tout cas environ 20% de tous leurs prêts hypothécaires qui seraient actuellement en amortissement négatif. L'amortissement négatif, on dit pas toujours ça en mangeant le souper là, à la maison. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Ça fait référence à une situation là, d'un individu, d'un ménage, d'une famille où les paiements mensuels d'un prêt hypothécaire
hypothécaire couvre pas tout à fait les intérêts qui sont dus sur le prêt. Et donc, au lieu de diminuer à tous les mois, votre prêt hypothécaire, il augmente, en fait. Et donc, plus le temps passe, plus vous devez d'argent à la banque. Et évidemment, c'est pas une très bonne situation pour bien des gens. Prenons un exemple très simple, juste pour s'assurer qu'on soit bien, qu'on comprenne très bien. Imaginons, puis en fait, juste parenthèse, ça arrive surtout dans des situations où vous avez un paiement qui est fixe avec un taux d'intérêt qui est variable. Pourquoi? Parce que vous avez convenu, par exemple, avec votre banque, de payer un montant X qui couvrait une partie d'intérêt et une partie de capital. Et évidemment, à mesure que le taux d'intérêt augmente, à chaque mois, la portion intérêt de votre paiement est de plus en plus grande jusqu'à ce qu'un moment où l'intérêt est plus grand que le paiement que vous faites. Et donc, un exemple, comme je le disais, imaginons que vous avez emprunté 100 000 $ pour faire un chiffron et que le taux d'intérêt était de 7 %. Ben, le premier mois, vous devriez payer 583,33 $. Mais si, pour une raison quelconque, votre paiement fixe que vous aviez convenu là, quand c'était à 5 %, c'était par exemple 500 $, ben vous n'aurez pas payé tout l'intérêt, tout le 583. Il va y avoir comme un 83 $ de trop, en fait, ou de pas assez. Et donc, ce qui fait qu'au mois suivant, quand vous allez regarder votre solde, ça va être plus 100 000 $, ça va être 100 083 $, puis 100 166 et 66. Et donc, ultimement, votre prêt, il va falloir le régler un jour. Le problème, évidemment, en plus, c'est que si vous avez emprunté beaucoup, et comme c'est souvent le cas dans des gens qui sont moins fortunés, on peut emprunter au Canada jusqu'à 95 % de la valeur d'une propriété, ben c'est sûr que si vous êtes dans une situation d'amortissement négatif, au départ, vous deviez 95 % de la valeur et ça augmente. Donc là, à un moment donné, vous allez vous retrouver à 96, 97, 98 % de la valeur de la propriété, ce qui vient qu'au moment de vendre, vous allez possiblement rien récupérer, même devoir payer pour vendre votre maison, ce qui est catastrophique, évidemment. Pourquoi est-ce que ça inquiète? Bien évidemment, ça inquiète sur la base, évidemment, tout simplement le fait que le solde du prêt augmente à chaque mois. Et donc, ça veut dire que l'endettement du ménage augmente rapidement. Puis comme je l'expliquais, c'est souvent le cas, des paiements fixes, taux d'intérêt variable, avec des forts taux d'endettement sur la valeur de la propriété. C'est souvent des ménages moins nantis qui ont recours à ça. Et donc, évidemment, si leur taux d'endettement augmente, déjà qu'ils étaient un peu serrés à l'entrée, c'est-à-dire avant que tout ça survienne, ben ça va être de pire en pire. Ensuite, le deuxième élément que je viens un peu d'expliquer, c'est qu'ultimement, si ça persiste dans le temps, vous allez vous retrouver avec une valeur nette qui est négative, c'est-à-dire que vous allez devoir plus que ce que vaut la propriété. Et donc, à un moment donné, ben, la banque, elle aime pas ça parce que même si un jour vous vous faites frapper par un autobus ou vous êtes plus capable de faire vos paiements mensuels, vous savez ce qui se passe. La banque, généralement, saisit la maison pour la revendre, pour récupérer l'argent qu'elle a prêté. Mais si vous êtes en situation d'équité négative, la banque va faire tout ça, vendre la maison et il va y encore rester un résiduel de dette. Et donc, ça, c'est pas très bien. Ça peut mener, évidemment, à des faillites. Ensuite, ben, l'autre élément qui se produit, c'est que souvent, ces conventions de prêt-là, ces hypothèques-là, elles ont un terme. C'est-à-dire, dans mon exemple, vous payez 500 $ par mois et l'intérêt est 583. Ben, à un moment donné, il va falloir venir au renouvellement. Puis au moment du renouvellement, qu'est-ce que votre institution financière va faire? Elle va vous dire, vous devez payer l'intérêt et amortir le capital sur 20-25 ans, par exemple. Et donc, le paiement, il va passer de quoi? De 500 à 700, 800, etc. Et donc, possiblement que pour votre ménage, c'est juste pas possible. Vous n'avez pas cet argent-là disponible. Et donc, ça va forcer une vente rapide de la propriété et ça peut mettre, évidemment, certains individus en faillite. Ça fait, de manière générale, augmenter le risque de défaut des ménages. Puis, le risque de défaut, dans le fond, c'est le nombre de personnes, en proportion de tous les prêts hypothécaires qui sont consentis, le nombre de personnes qui n'assument pas, qui sont pas capables de faire le paiement mensuel hypothécaire à tous les mois. Et ça, ce qu'on observe dans les périodes de ralentissement, de récession, d'augmentation rapide des taux d'intérêt, comme on l'a vécu au Canada, c'est que le taux de défaut, il a tendance à augmenter. Puis ça, les banques, évidemment, ça les met en difficulté. Ça les incite à faire ce qu'on appelle des provisions pour créances douteuses dans leur bilan. Et évidemment, ça a tendance à faire baisser la valeur de ces banques-là et la confiance des consommateurs. De manière générale, c'est sûr qu'à une échelle plus large, s'il y a plein de gens
gens qui se retrouvent dans cette situation-là, ça fait plein de propriétés sur le marché qui sont vendues par des gens qui n'ont pas les moyens nécessairement d'en assumer les paiements. Donc, concrètement, ça fait que les propriétés se vendent vite. Et pour les vendre vite, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le prix. Donc, si c'était vraiment un phénomène qui était répandu, puis là, je rappelle, 20% des prêts hypothécaires de 3 grandes banques canadiennes sont dans cette situation-là. Si 20% des propriétés se retrouvaient sur le marché demain matin, ça ferait s'effondrer le prix de l'immobilier. Et donc, ça aurait des conséquences un peu par effet de domino sur la suite. Donc, c'est certain que c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Et donc, encore une fois, c'est un indicateur sur lequel on garde un œil très affûté comme économiste, comme gens qui s'intéressent aux finances personnelles. Et puis, on souhaite évidemment que le taux directeur n'augmente pas de nouveau parce qu'à chaque nouvelle augmentation, ça signifie que, évidemment, le paiement d'intérêt augmente et donc le nombre de personnes qui sont en amortissement négatif augmente également. Puis, comme je le disais, plus ça augmente, plus c'est difficile pour les institutions financières, les banques, et plus ça risque d'augmenter le taux de défaut. Et donc, encore une fois, c'est une spirale dans laquelle on ne veut pas s'engager au Canada ou au Québec. Donc, évidemment, si vous avez des questions, si vous êtes inquiet de votre situation par rapport à un amortissement négatif, n'hésitez pas à consulter, n'est-ce pas, un conseiller financier, un planificateur financier. Il y a de l'aide, évidemment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas de sauter des paiements. N'attendez pas au renouvellement de l'hypothèque non plus. Je vous rappelle, évidemment, que si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par ce qu'on raconte à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire studio@cube.radio. On est toujours là, toujours à l'écoute. Sinon, vous pouvez m'écrire à moi ou à Philippe Richard Bertrand sur LinkedIn, sur Facebook. Pas très actif sur TikTok. Personnellement, je regarde, je réponds pas. Mais vous pouvez nous rejoindre. En tout cas, on est facile à trouver en espérant d'avoir de vos nouvelles bientôt. Ouais. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cubradio.ca.